un petit podcast dans ma chambre d'hôtel, ça faisait longtemps. Ça me rappelle un peu les États-Unis, sauf que là, je suis en séminaire, séminaire press trip chez Brain Effect à Berlin. Et ils nous ont concocté un truc de fou. On est comme des princesses. Et je suis dans un hôtel qui est super cool, super classe et qui est très bien insonorisé. Donc, du coup, vous n'aurez pas de bruit de moto comme dans mon motel à San Francisco ou en Louisiane, au choix, les moyens n'étant pas les mêmes. J'avais des petits motels mités, soyons clairs. Bon bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. J'avais envie de vous raconter mes pires anecdotes de tournage. Et je pense que vous allez vous marrer parce qu'il y en a des pépites. Donc je ne tarde pas et j'enchaîne direct pour ne pas vous mettre du suspense inutile. La première anecdote, et pas des moindres, c'est après ma paralysie. Pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, j'ai été paralysée du visage, j'ai fait un burn-out, je ne sais plus comment j'ai mis le titre, mais vous pourrez le retrouver dans la liste des podcasts. Et du coup, je sors je sors de cette maladie. Je suis encore malade, je suis encore en partie paralysée, mais c'est mon premier événement après justement plusieurs mois de convalescence, plusieurs semaines du reste. Et on doit se rendre à Nancy avec Jérémy, donc à l'époque mon mari, qui est mon ex-mari et qui était mon associé. Et du coup, on prenait souvent l'avion pour aller aux événements, parce que c'est plus rapide. Et c'est la période, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais d'une très grosse manif des Gilets jaunes qui avait bloqué vraiment toute la France. Ça avait dégénéré. Alors, non, je crois que c'est même pas les Gilets jaunes, je vous dis des bêtises. C'était pas les Gilets jaunes, c'était les agriculteurs. Je dis n'importe quoi, pas les Gilets jaunes. Les agriculteurs. Et en fait, ils avaient bloqué tout le pays. C'était la première très grosse manif. À juste titre, hein, sincèrement, ils n'étaient pas contents. Ils le disaient. Moi, je suis entièrement d'accord avec leurs revendications. Seulement, ça a fini un peu en chaos, le truc. Et ça a bloqué pas mal la France, quoi. Et donc, on arrive à l'aéroport. On avait prévu large. Sauf que, impossible d'y arriver. Mais impossible, ils avaient bloquer l'accès avec des gros tracteurs. Donc en fait, on est resté bloqué, je me rappelle à l'époque, sur le périph'. Et c'était le périph' de Bordeaux. Pourquoi on prenait le truc de Bordeaux? Oh, je suis en train de tout confondre, les gars. Non, mais vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais je crois que je suis en train de confondre deux trucs. Oui, non, c'était pas à Bordeaux, c'était à Nantes. Donc du coup, bloqué à Nantes. Bordeaux, c'est un autre truc. C'était les gilets jaunes. Bordeaux, on n'a pas pu prendre l'avion non plus, mais c'était pas cette anecdote-là. Bon, bref, donc bloqué complètement. Impossible de prendre l'avion, forcément. Et on avait un événement le lendemain à Nancy. Moi, j'habite en Vendée, à l'autre bout de la France. Jérémy, qui était comme moi, très professionnel, c'était hors de question qu'on annule un événement au dernier moment. Enfin, moi, ça ne m'est clairement jamais arrivé de faire ça, d'annuler un truc, surtout au dernier moment. Donc, c'était mort par la porte ou par la fenêtre, on allait y arriver. Sauf que c'était le soir, on devait prendre genre l'avion à 18h, tu vois. Sauf que là, on loupe l'avion. Et l'event, il est le lendemain matin à 9h. Et là, on se dit, c'est simple. On a tous nos bagages dans la bagnole. On a une bagnole. Et on prend la bagnole, on y va. Sauf que les gars, les agriculteurs, ils avaient tout bloqué. Mais tout bloqué. Donc, je veux dire, on pouvait pas accéder à l'aéroport, mais on pouvait pas non plus... on pouvait rouler, mais il fallait prendre toutes les petites routes de traverse parce que toutes les autoroutes, ils les avaient bloquées. Donc bref, on commence notre périple. Donc déjà, on sort de Nantes, on met, je sais pas, 2-3 heures pour sortir de Nantes. Nancy, les gars, on est content, on arrive à choper l'autoroute. Et en fait, on écoute les infos en temps réel
parce qu'on avait des infos sur les futurs blocages ou les blocages qui étaient déjà faits. Et là, on arrive à faire un bout d'autoroute. On arrive à aller jusqu'au Mans. Et en fait, à chaque fois qu'on passait un péage, 20 minutes après, le péage était bloqué par les agriculteurs. En fait, on était devant le cortège des agriculteurs. Donc on arrive à faire de l'autoroute comme ça, à peu près jusqu'à, je crois, Paris. Et arriver à Paris, c'est la grosse merde. Il y a beaucoup d'agriculteurs autour de Paris. Et c'est la grosse merde. On peut plus prendre l'autoroute. Du coup, on commence à prendre des chemins de campagne. Mais les gars, mais on se relayait pour conduire parce qu'en fait, on était épuisés. On était parti donc à 6 heures le soir. Là, il était, sans vous mentir, il devait être minuit, 1 heure. Le temps de sortir de Nantes, de prendre l'autoroute, de machin. Et on n'était pas arrivé, parce que Nancy, c'est encore plus loin. On est à l'est, les gars. Là, on était sur Paris. On prend des chemins de campagne. Jérémy commence à être énervé. Donc Jérémy, quand il est énervé, il conduit comme un malade mental. J'ai cru que j'allais mourir sur la route, mais vraiment. Parce qu'en fait, il conduisait super vite pour ne pas rentrer, enfin, ne pas choper les cortèges d'agriculteurs, doubler les cortèges en fait. Mais c'était infernal. Enfin, j'ai vécu dans un stress de toute la route, mais d'avoir un accident, d'être bloqué. Parce que si on était encore bloqué, je me disais, ben, on va faire nuit blanche. Moi, je venais enfin, je sortais d'un burn-out et d'une paralysie du visage. Je me dis, mais je vais rechuter, en fait. Parce que le médecin m'avait dit, mais maintenant, vous arrêtez, vous vous calmez, en fait. Vous vous reposez et basta. Ça faisait, bon, certes, ça faisait 1 mois et demi que je me reposais. Mais j'étais parano. Je me dis, je vais refaire une paralysie, tu vois. Donc bref, non. Je me dis, mais c'est mort, je refais pas ça, tu vois. Donc il faut que je dorme. J'ai un événement de plusieurs jours en plus. Et les événements, moi, ça me squeeze. Je suis complètement crevée. Enfin, c'est normal, en fait. Tu passes toute la journée avec des gens, t'es hyper focus sur les gens, t'es tout le temps à fond, t'as pas le temps de te reposer, t'as à peine le temps de pisser. Bon, bref, je vais pas vous refaire le truc, mais voilà, quoi. Il fallait que je me repose. Donc on conduit comme des malades, on arrive, mais c'était le chaos sur la route. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de cette manif, mais les mecs, ils brûlaient des pneus de tracteur sur les routes, il y avait des feux partout. Moi, j'avais l'impression que c'était la guerre, que c'était l'apocalypse. Je n'ai jamais vu ça. Alors, j'avais filmé à l'époque, parce que je trouvais ça incroyable sur la route. Enfin, il y avait du feu partout, des gens qui hurlaient. Enfin, mais c'était un truc de malade. Les ronds-points en flammes, quoi. Enfin, moi, j'étais choquée. En plus, c'était vraiment le premier jour de la manif, le premier jour de blocage, et les mecs, ils étaient révoltés, quoi. Et ça hurlait, ils déversaient du fumier partout. Enfin, il y en avait qui étaient assez violents, hein, il y en avait qui étaient très pacifiques, qui bloquaient, qui étaient très pacifiques. Il y en a d'autres, ils foutaient le bordel. Bon, après, je sais pas si c'était les agriculteurs. Comme toujours, il y a des mecs qui sont là dans les manifs que pour foutre le bordel et qui n'ont rien à voir avec la manif d'ailleurs. Et là, je pense que c'était le cas. Il y avait du feu. Enfin, autour de Paris, c'était Bagdad, hein. Mais vraiment, vraiment Bagdad. Bref, on arrive tant bien que mal à Nancy. Mais les gars, à 4 heures du matin, à 4 heures du matin, je me levais, mais 3 heures après. Parce que le temps de se lever, petit déjeuner, se préparer, blablabla, machin. Voilà. J'ai fait l'event. Alors, si vous voulez écouter la suite, parce que je vous spoile pas, c'est dans le podcast où j'ai fait ma paralysie, où d'ailleurs j'en parle parce que cet événement est très important pour moi et pour mentalement parlant et humainement parlant et pour me remettre dans le travail, parce qu'à l'époque c'est mon premier événement après une longue période d'absence sur les réseaux et tout. Et il est très important pour moi cet événement, donc si vous voulez écouter le podcast, vous pouvez. Donc voilà la première anecdote de fou. La deuxième anecdote, elle est très drôle et il faut que je la retrouve. Mais j'ai la vidéo de ça, puisque je suis en train de tourner en fait. Et je vous mets, si je retrouve la vidéo, je vous mets l'audio direct à la suite là, juste après l'anecdote. Si vous n'entendez pas l'audio, c'est que je l'aurais pas retrouvé, mais je fais tout pour retrouver l'audio pour vous le mettre, parce que c'est très 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 drôle. Et j'ai mon micro du coup, et on entend tout. En fait, c'est Nicolas Canteloup qui est à Equitalion et qui a un sponsor avec moi en commun qui est Fautra et qui me grille chez Fautra à tourner un épisode de Ponycorn avec mon personnage de Marie Domitty, pour ceux qui connaissent ses anciens sketchs.
pour ceux qui ne connaissent pas, enfin les anciens sketchs, pas du tout les anciens sketchs, parce que je refais ces sketchs-là en vidéo longue sur YouTube. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, mais allez-y, puisque 2 fois par mois, le dimanche matin, je sors un épisode long, donc entre 5 et 15 minutes, avec les personnages ponicornes de base. Justine, Popo, la coach, etc. Marie Javotte, Marie Domiti et tout et tout. Donc bref, petit aparté autopub les gars. Allez sur YouTube, abonnez-vous. Et donc, donc Nicolas Canteloup me crie à faire Marie Domiti. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur YouTube déjà. Et ensuite que je vous explique, Marie Domiti, c'est un personnage aristo. C'est une bobo aristo de ouf qui parle comme ça, qui est de Versailles. Et elle a sa fille qui est Marie Javotte. Donc je suis en train de faire mon personnage. Elle est très excentrique, Marie Domiti. Et très dans les aigus, dans la voix, machin, avec un petit foulard, un petit trench, un petit chignon bien serré. Tu vois le genre quoi. Et je suis en train de brailler dans Equitalien en train de faire mon personnage de Marie Domiti. Et Nicolas Canteloup arrive. Il se dit mais what the fuck, c'est qui celle-là? Il demande à Jean-Léonard Fautra, le directeur de chez Fautra, mais c'est qui cette meuf? Donc Jean-Léonard lui explique, et du coup, moi je vais le voir, je lui dis, parce que en fait, mais pas du tout parce qu'il est connu, je m'en balèque, juste parce qu'en fait, je viens de faire ma promotion du Step 1 avec Andy Booth, je viens de terminer mes études de Step 1 chez Andy Booth, et je suis dans la même promo que Annick, qui est sa fille. Et on est devenus super potes pendant la formation, c'est trop bien entendu. Et du coup, je veux lui dire. Donc je lui dis, oui, bonjour, je suis l'élève de votre fille. Enfin, je suis l'élève, je suis la collègue de votre fille. J'ai fait le Step 1 de chez Andy Booth avec elle. Et là, le gars, il fait, ah, oui, d'accord. Et il sait pas trop où se mettre. Il se dit, mais c'est qui cette folle? Et putain, elle connaît ma fille. Mais il est hyper sympa. Il dit, ah oui, Annick. Annick, je suis pas réveillée. Anouk, oui, Anouk et tout. Je crois que j'ai dit Annick juste avant là. Mais c'est pas Annick, il s'appelle Anouk. Putain, mais les gars, il est 7h du matin, je suis pas réveillée dans ma chambre d'hôtel. Je sais même plus comment elle s'appelle ma pote. Donc Anouk. Et il me fait oui, Anouk, elle fait des trucs avec Andy Booth et tout. Je dis mais c'est ma copine. Ah bon, d'accord. Et là le mec, je vois qu'il réfléchit dans sa tête, il doit se dire, mais ma fille, elle a des potes, elles sont cheloues quand même. Donc bref, si j'ai l'audio, je vous le mets juste là. Je te présente Stéphanie. Bonjour, je connais hyper bien votre fille, j'ai fait le BFE avec elle, Anouk. Avec Andy. Ouais, oui. Elle est à fond là. Ouais, bah je sais, ouais. Elle m'a dû lui ramener un filet sans. Bah oui. Sans... Bah oui. Et grâce à Anouk, je suis devenue végétarienne. Ah, c'est grâce à Anouk? C'est grâce à Anouk, ouais. Ah, ben voilà, la boucle est bouclée. Bon, on fera un café, Nicolas, et on arrive, on n'a pas pour longtemps. Ah, il s'en va? Bon, ben, Lui qui est pas, qui est pas du tout végétarien en plus. Bon, ben, bonne détente, on se voit plus tard. On se voit plus tard. Mais si, mais en fait, il est pas dans le trip étho et végétarien. Lui. Il n'est pas du tout dans le trip étho et végétarien, lui. Ça le dépite que sa fille elle fasse. Du coup, le mec s'est dit, putain, ma fille, elle convertit les gens. Bon, je précise depuis que je ne suis plus végétarienne, mais du coup, l'anecdote est très drôle quand même. Troisième anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, et j'en ai d'ailleurs fait un réel sur Instagram, sur ponycorn-du-bas lifestyle, si vous voulez aller voir. C'est je rentre des États-Unis et je dois tourner, forcément, parce que ça fait 3 mois que j'ai rien glandé sur les réseaux, enfin, sur Ponycorn, sur le cheval, et j'ai écrit plein de sketchs. Donc je vais tourner mes sketchs, quoi. Et souvent, aux écuries, j'y vais très très tôt le matin. J'y vais à 6h, de 6h en gros à 9h, parce qu'il n'y a personne. Les gars aux écuries, ils n'ont pas commencé à travailler, parce que c'est une ferme où il y a des vaches, donc ils travaillent beaucoup avec les tracteurs et tout. Et du coup, je me dis, je suis tranquille, quoi. Et en plus, l'été, ben, il fait jour tôt, donc c'est génial. L'hiver, je peux pas faire ça. J'y vais entre midi et 2, mais l'été, je fais ça. Et du coup, Benjamin, le gérant de l'écurie, se lève très tôt aussi pour checker ses vaches. Il prend sa voiture, il va checker ses vaches dans les prés aux alentours, et il revient probablement pour reboire un café et tout. Donc il me voit à 6h le matin. Il me fait hey, « Salut !» habillé d'une certaine façon. Donc j'étais en train de tourner un sketch de hongre, jument, entier, Shetland. Et j'ai des costumes, entre guillemets, à chaque personnage, forcément, pour que dans le sketch, on sache de qui je parle, quoi. Et en fait,
me voit habillée d'une certaine façon. Il fait hey, salut, il va faire son check. Et il voit que je fais des allers-retours sur la route. Je vais, je viens, je fais quelques pas, je retourne. Et j'ai mon téléphone en face de moi pour me filmer. Donc il sait que je suis influenceuse, créatrice de contenu, si tu veux. Mais voilà, je pense que ça fait 3 mois qu'il m'a pas vu tourner, donc il est un peu étonné quand même. Je trouve ça chelou du coup, parce que ça fait quand même quelques années que je suis aux écuries, mais je vois que ça l'intrigue, tu vois. Je fais salut. Bref, il fait son check, il revient. Et là, il se dit, mais elle est pas habillée pareil. Puis elle a des lunettes de soleil, puis une casquette et un gilet sans manches. Et là, il doit se dire dans sa tête, mais quand je suis partie, elle avait un blouson fluo, rose, néon, là, hologramme, avec une couette. Pourquoi elle est pas habillée de la même façon? Et là, le mec, je vois qu'il s'arrête, il ouvre sa fenêtre, avec des yeux ronds, puis il bug. Puis il me fait, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, j'en peux plus de la raconter, cette anecdote, parce que... mais vous imaginez mon moment de solitude, où je fais des allers-retours sur la route avec mon téléphone. Et le mec, il me voit, mais je suis pas habillée pareil. En l'espace de 10 minutes. Et putain, je vais pas réussir à raconter. Et putain, là, il me regarde, mais vous auriez vu son regard. Mais genre, mais incompréhension, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Et là, je lui dis, mais je tourne, Benjamin. Je tourne. Et en fait, j'ai voulu me justifier. Ben oui, là, je fais un épisode parce que Benjamin ne suit pas mes réseaux. Il sait que je fais Ponycorn. C'est le mari de ma pote qui tient les écuries. Il tient les écuries en famille. Et du coup, c'est une ferme. Hein, à la base, c'est pas des écuries. On est 5 propriétaires. C'est une ferme. Ils ont une ferme. Et Charlotte, elle sait, elle connaît. Elle regarde. Ses filles regardent. Mais Benjamin, il s'en bat les couilles de ce que je fais. Du coup, il suit pas du tout les épisodes. Et là, je fais un épisode de Ongue, Jument, Shetland. Et là, c'est la balade en forêt. Et là, mais il m'a regardé encore pire, genre, mais... il me regarde, putain, j'arrive pas à le raconter. Il me regarde, genre, mais what? Mais tu vois dans ses yeux, il se dit, mais elle, j'avais oublié qu'elle était jetée. Ça faisait 3 mois que j'étais pas là. Il était plus habitué. Et là, il me dit, ah, d'accord. Bon, bah, bon courage. Et là, je me suis dit, mais putain, mais la honte. Mais c'est là qu'il faut pleinement assumer, tu vois, ce que tu fais. Et en fait, là, je me marre de ouf. Mais en fait, quand je tourne la vidéo de ça, où je raconte ça, ça vient juste d'arriver, je remonte dans ma voiture et je me dis, mais non, mais la honte, quoi. C'est là qu'il faut être bien fait, il faut assumer ton taf à 2000%. Parce que franchement, mais des fois, moi, j'ai honte, tu vois. J'ai honte de ce que je fais parce que les gens, ils comprennent pas, tu vois. Les gens, dans la vraie vie, la vie normale, ils ont pas conscience, s'ils regardent pas les réseaux, de ce que tu fais. Et ils te prennent pour une jetée. Moi, j'ai des costumes, j'ai des trucs. Mais je vais enchaîner sur une autre anecdote dans le même style qui m'est arrivée très récemment, la semaine dernière. Donc là, je tourne ma vidéo longue de YouTube avec mes personnages Ponycorn. Francis, Popo, Marie Domiti, Marie Javotte, la coach et compagnie, Justine, machin. Là, les costumes, les gars, c'est encore pire. Si vous ne connaissez pas, encore une fois, allez voir sur YouTube. Vous verrez les vidéos longues. Vous verrez les costumes de bâtard. Et les personnages que j'ai. Genre, je me fais une petite moustache au crayon, tu vois. Les costumes kitsch, je le fais le moins 1000. Pire que Ongue Jument et tout. Parce que Ongue Jument, Shetland, je change juste d'habit. Là, je me maquille. Justine, elle a du gros rouge à lèvres rouge. Je m'habille, je me coiffe. Francis, il a une moustache au crayon noir, s'il te plaît. Non, mais la honte. Et là, donc, je suis dans le champ avec les chevaux parce que je dois faire Francis qui choisit des chevaux, qui est marchand de chevaux pour Marie Javotte. Et je fais des grands gestes, quoi. Parce que je veux filmer une séquence où on voit plein de chevaux. Donc, je dois me mettre à côté de plein de chevaux. Pour qu'au montage, on ait l'impression que je propose 20 milliards de chevaux et je fais des grands gestes parce que dans mon montage, il n'y aura pas de paroles, il y aura de la musique et je ferai des gestes, genre je monte le cheval, tu vois.
Mais sauf que les chevaux, ils sont pas coopératifs, donc ils se barrent. Je suis obligée de refaire 50 fois la scène, je monte 50 fois le cheval a peur. Enfin bref, c'est un fiasco total dans le champ. Et c'est un troupeau, donc les chevaux sont à dispo, donc ça va. Mais ils ont peur, donc ils se barrent dans le champ. Je vais dans le champ en long, en large, en travers. Et là, je ne sais pas pourquoi, et les gars, je vous précise encore une fois que je suis aux écuries à 6h le matin quand même. Hein. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a un électricien, on ne sait pas d'où il vient lui, mais il y a un électricien au milieu du champ. Ça va durer 3 plombs ce podcast parce que j'ai jamais réussi à tout raconter en étant sérieuse. Il y a un électricien au milieu du champ. Il est en train de changer l'ampoule du lampadaire à 6h le matin. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas ce qu'il fout là, le mec qui s'est paumé. Je précise quand même que les écuries, elles sont au milieu de nulle part. Elles sont dans un champ de je ne sais combien d'hectares. Il n'y a pas de voisins à moins de 5 minutes en bagnole. C'est improbable. Donc je pense que c'est un pote à Benjamin qui est électricien qui a dû vouloir lui rendre service pour changer le lampadaire. J'en sais rien, putain. Mais le mec est là, il est en train de changer son ampoule, il voit tout ce que je fais, il voit tout. Et je le vois pas, moi je vois pas son visage, mais quel dommage, parce que je pense que le mec, j'avais mon trépied et tout pour filmer. Et je pense que le mec, il a dû se dire, elle est jetée. Elle est jetée, elle change de costume, elle arrive habillée en meuf. Après, avec du rouge à lèvres rouge. Après, elle arrive habillée en mec avec une fausse moustache. Oh, mais putain, mais le mec, il a dû se dire, il a dû rentrer le soir chez lui. Il a dû dire à sa femme, tu sais, chérie, il m'est arrivé un truc de truc que aujourd'hui. J'ai vu une meuf, il faut l'enfermer. Il vole. La meuf, elle est pas nette. Elle change de costume et se filme avec son téléphone. Oh putain, non mais sérieux, mais les gars, je chiale quoi. Je chiale à vous raconter ça, mais c'est ridicule. Mais putain, on a un métier de fou quand même, un métier de fou. Oh putain. Oh bref, alors, anecdote suivante. Ah putain, cette anecdote, c'est pareil, j'ai l'audio. Il faut que je vous le retrouve et je vous mets l'audio après l'anecdote. Comme ça, vous allez avoir un podcast de malade, les gars. J'ai l'audio de ce truc. Mais c'est dangereux. Je suis à la Janière, donc mon ancienne maison de l'époque, qui est une propriété équestre où j'ai mes écuries chez moi, avec une carrière, 3 box et 1 hectare de terrain. J'étais comme un coq en pâte, comme on dirait, et j'avais mes chevaux à la maison à l'époque, pour ceux qui se souviennent. Et du coup, je tournais tous mes épisodes chez moi. Forcément, j'ai commencé Ponycorn comme ça. Et là, je suis en train de tourner. Et en fait, en face de ma carrière, il y avait mon portail, qui donnait sur la route. Et on voyait à travers le portail. Enfin, je veux dire, les gars, pour vous situer, c'est une maison en pleine campagne. Mon voisin le plus proche était à 500 mètres. Et c'était une route très passante, à l'époque, qui était limitée à 90. Donc, tu t'arrêtes pas. Et tu passes pas doucement sur cette route, hein, je précise quand même. Je tourne des épisodes et je suis encore une fois Karma, habillée en Marie Domiti. J'ai mon micro, je suis en train de tourner au milieu de ma carrière. Et là, je vois une voiture passer. La même voiture repasser. Et en fait, c'était curieux parce que la voiture, elle passe une première fois assez vite, donc je fais pas gaffe. Et la voiture, elle repasse un peu plus doucement. Et j'entends qu'elle fait demi-tour dans un chemin qui est juste à côté de chez moi, qui est très dangereux. Tu fais pas demi-tour sur ce chemin-là, qui est un chemin en terre, sachant que la route, t'es obligé de t'arrêter, t'es obligé de faire une espèce de marche arrière, parce que le chemin, il est tellement étroit qu'en fait, tu es obligé de faire un créneau sur la route pour aller dans le chemin. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Truc dangereux, parce que la route, elle est limitée à 90, mais c'est une route où les gens roulent à 120. Donc autant vous dire que c'est hyper dangereux. Et j'ai des anecdotes de fou à vous raconter là-dessus, parce que cette maison, elle a plein d'histoires. Faut que je note, mais il faudrait que je vous raconte comment mes chevaux se sont sauvés sur la route. Il faudrait que je vous raconte l'histoire de cette maison qui est au passage hantée. Bref, donc j'ai trop d'anecdotes à vous raconter sur cette maison-là. Qui est vraiment... Enfin bref, je spoil pas. On n'est pas là pour ça. Ça serait un prochain podcast. Et du coup, je vois cette voiture. Donc j'entends cette voiture qui fait demi-tour.
Elle revient pleine balle parce qu'en fait, il y avait plein de voitures derrière. Donc, je pense qu'elle décoche devant une bagnole. La meuf, elle s'arrête, paf, au milieu de la route. Et là, je la vois faire. Et je vois qu'elle ouvre sa fenêtre. Elle s'arrête en face de mon portail, quoi. En face de moi. Donc, moi, je suis, vous imaginez, dans la carrière, 10 mètres plus loin, il y a mon portail. La meuf, 5 mètres plus loin, elle est sur la route. Elle ouvre sa fenêtre. Comme ça. Bzzz. Mais elle pile au milieu de la route. Du coup, il y a les voitures derrière qui font... J'entends des freinages, des crissements de pneus derrière, dont un bus. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Panique, quoi. J'arrête de tourner. Et je me dis, oh là là, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Et en fait, la meuf, elle ouvre la fenêtre arrière, une petite fille. De quoi? Je sais pas, elle est sur un réhausseur, elle a quoi, 5-6 ans? Moi, Ponycorn, la gamine. Et je lui dis, mais restez pas au milieu de la route. Moi, mon premier réflexe, je lui dis, mais restez pas au milieu de la route, madame. Je dis, c'est hyper dangereux, il y a des voitures derrière et tout. Vous allez avoir un accident. Rentrez. Donc, je la fais rentrer dans mon entrée de portail. Donc là, elle se gare, la meuf. Elle se gare et tout. Et ça, franchement, alors, j'adore ce que je fais. J'adore rencontrer mes abonnés. Mais ça fait flipper. Et ça, faudrait que je vous raconte une autre anecdote de ça. Putain, j'ai trop de trucs à vous raconter. Les abonnés qui cherchent mes maisons, où je me suis carrément fait agresser un soir par un papa à 21h. Bref. Donc elle est très gentille. Elle me dit qu'elle est fan, avec sa fille, qu'elle regarde les épisodes et tout. Trop gentille, tu vois. Mais, what? C'est hyper chelou. Enfin, moi, je suis des gens sur les réseaux et tout. J'adore, par exemple, Mama de Dance With Him, que je suivais avant de commencer Ponycorn, ou même j'étais une fan absolue de Georgette Mag. À l'époque, c'était Amélie Ravioli, Amélie Fon Ravioli aujourd'hui sur les réseaux, mais à l'époque, c'était Georgette Mag. J'étais trop fan d'elle. Jamais, je regardais toutes ses vidéos, Amélie et tout, j'adorais trop. Jamais, un moment dans ma vie, je l'ai croisée à un meeting des propriétaires à la mode, je me suis dit, je vais aller chercher sa tante au meeting pour aller lui parler, ou je vais chercher sa maison. Jamais ça m'est venu à l'esprit. Je trouve ça trop chelou, tu vois. Et la maman, elle était super gentille, mais tu voyais qu'elle était grave dans l'émotion et que, franchement, ça m'a fait flipper. Mais vraiment, ça m'a vraiment fait flipper. Je me suis dit, oh là là, la dame, elle a l'air très dans l'émotion. La petite fille aussi. Je suis très choquée parce que je me dis, elle a quand même failli faire un carambolage. Pour ça vaut pas le coup, les gars, quand même, ça vaut pas le coup. Et là, je lui dis, non mais madame, franchement, c'est hyper dangereux. Je dis, vous avez votre fille dans la voiture et tout. Bref, il faut que je retrouve l'audio parce que ça se trouve, je suis en train de broder et de vous raconter un truc qui est complètement faux. Mais de mémoire, je lui dis, c'est hyper dangereux et tout. Franchement, faut pas avoir un accident pour ça vaut pas le coup. Vous avez votre fille à bord et tout, machin et tout ça. Et en fait, elle me dit, non mais on voulait juste vous voir et tout ça. On est contente, on s'en va, quoi. Mais what? En fait, moi, je trouve c'est ouf, en fait, à quel point ça peut dégénérer pour des conneries, parce que là, il y aurait pu avoir un accident juste parce que la dame, elle cherchait Ponycorn pour montrer à sa fille, quoi. Et ça, moi, ça me fait un peu peur, je vous avoue. Je trouve ça trop mignon d'un côté, je trouve ça... moi, ça me touche, et c'est grâce à vous, c'est grâce à des abonnés comme ça, à vous, qui écoutez mes podcasts, qui regardez mes vidéos, où j'en suis là aujourd'hui. Mais ça, le fait de chercher ma maison où j'habite, de s'arrêter, de venir chez moi sans être invité au passage, ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. Et là, j'étais un peu inquiète parce que déjà, il a failli y avoir un accident et en plus, je trouvais l'action bizarre. Mais il faudrait que je vous raconte des anecdotes. Alors, elle était adorable, la maman. Mais j'ai eu des anecdotes de malade où j'ai eu un père qui a voulu démonter mon portail et tout. Hein. Non, mais il y a des gens, ils sont pas nets. Hein. Sincèrement, ils sont pas nets. Il faut que je le note, ça, c'est ce truc. Donc, bref. Bonjour. C'est gentil, merci. Bonjour. Et du coup, j'ai regardé sur le site, j'ai dit, mais tu sais qu'on n'est pas loin? On est de l'autre côté de la roche, donc du coup, d'accord. Ah oui, on est pas loin. Sur les sables, donc on dit, on va essayer de passer devant, et là, on a reconnu. Okay. Si, maman, j'ai vu la maman de Marie-Jama. Oui, c'est ça, on est en plein dedans, là. Avec Mumule, qu'on regardait encore ce matin, qui faisait sa sieste. Et oui, ouais, il fait la sieste, ouais. Bon, bah, c'est bien. Vous faites des cours ou des choses comme ça? Pas du tout, c'est privé, c'est à la maison. Ouais. Et je suis pas du tout coach, je suis ma sœur et Karin, donc rien à voir. Non, mais ouais. J'ai dit, comme il y avait une vidéo avec plein d'enfants, je me suis dit... Oui, parce qu'on a invité dans les centres équestres comme ça pour faire des animations, mais c'est pour de faux. C'est génial, honnêtement, continue. Mais merci beaucoup. Faites gaffe, hein, parce que la route, elle est super dangereuse, donc allez pas avoir un accident pour si peu.
Bonne journée. Au revoir. 6e anecdote. Je suis à Equita et je suis avec Jean-Léonard Fautra, qui est un de mes sponsors, mes partenaires. Et Jean-Léonard, il est hyper créatif. On s'entend, mais trop bien. Mais vraiment de fou, depuis 5 ans, 6 ans que je suis sponsor, je suis partenaire chez eux. Et Jean-Léonard, on fait toujours plein de vidéos ensemble, parce qu'il est hyper créatif, il fait du théâtre, il chante, c'est quelqu'un de très très artistique, Jean-Léo. Sa femme est danseuse, c'est des gens qui sont très artistiques, sa fille aussi, bref, sa fille, elle est au cours Florent, sa plus grande est au cours Florent, la petite, elle danse, et c'est une famille hyper artistique. Ils sont vraiment très artistiques, et Jean-Léo, il est très doué. Et moi, j'adore faire des vidéos avec lui, j'adore sa vibe artistique, et à chaque fois, on fait des trucs de malade. Et du coup, cette fois, je sais pas ce qu'il a, on fait ce qu'on appelle un Walt Disney, donc c'est un espèce de brainstorming, une technique de brainstorming très spéciale qui permet d'avoir, que Walt Disney faisait d'ailleurs, qui permet d'avoir à la fin des sketchs grâce à une émulation, artistique. Et donc on arrive à pondre des sketchs de fou, sauf que dans la méthode Walt Disney, tu pars en couille totale. Tu peux imaginer que tu as un hélicoptère qui arrive, et là c'est ça. Et en fait, il dit, ouais, on n'a pas l'hélicoptère, mais par contre, tu peux monter en haut du vent. Et je dis, quoi? Si, on va faire une scène en haut du vent, Popo, elle se casse la gueule, après, nanana. Je dis, mais t'es malade, j'ai le vertige et tout. Non, t'inquiète pas, machin. Le mec, il me fait monter sur un vent Fautra à Equita. Donc, je sais pas si vous imaginez, mais un vent, c'est haut. Enfin, oui, vous imaginez, si vous êtes dans le cheval, vous imaginez. Si vous imaginez pas, un vent, c'est très haut. Je sais pas combien de hauteur ça fait, mais c'est très haut. Là, le gars, il me fait monter et c'est arrondi. Donc, c'est une coque polyester. Ça glisse. Et c'est arrondi. Mais j'ai cru que j'allais clamser, moi. Je me suis dit, je vais tomber. Je vais tomber du truc. Mais j'étais pétée de trouille. Franchement, on s'est tapé des barres parce qu'en fait, j'étais accrochée. Il y avait un espèce de tente de toit sur le vent, en plus. Donc, c'était encombré, tu vois. Et je m'accrochais au rail de la tente de toit. Mais j'en pouvais plus, je me pissais dessus. Et lui, il rigolait parce qu'il n'avait pas le vertige. Et il fallait que je fasse semblant de tomber, que je fasse Titanic au bout du vent. Mais le mec, il m'a pourri toute mon heure de tournage tellement j'étais flippée. Je puais la mort, je puais la bestiole crevée tellement je suais de peur. Donc, tu sais, quand tu sues de peur, tu pues. Comme les animaux. Là, je puais le furet qui a peur, je puais la moufette qui avait peur. C'était une horreur. Et après, il fallait que j'aille faire un meet-up d'abonnés, que je serre des fans dans mes bras, en puant la moufette, les gars. Non, mais horrible cette anecdote. Jean-Léo, si tu écoutes mes podcasts, il écoute pas mes podcasts. Mais tu es un bâtard. Tu es un petit bâtard. Donc, bref, horrible. Mais c'était très drôle et c'était très, très, très bonnes années, souvenirs. Parce que c'était très drôle en vrai. Je continue. Donc, 7e anecdote. Là, c'est pareil. C'est moi qui me suis monté le truc et je me suis dit, mais franchement, il faut que je fasse un truc vraiment réel. Et ça nous arrive tout le temps. Quand on se prend, nous, cavalières, propriétaires de chevaux, quand on va chercher nos chevaux au pré l'hiver dans la boue, on a nos bottes qui restent coincées dans la boue. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je sais pas si vous, perso, ça vous est arrivé, mais de me casser la gueule, pleine face, dans la merde, en plein hiver. Donc il fait 2 degrés, t'as ta botte qui est restée coincée, et t'as la face dans la merde de cheval. Tu t'es éclaté la gueule par terre. Et je voulais faire un sketch avec ça. Sauf que pour que ce soit crédible, je me suis dit, je peux pas faire semblant de tomber. Faut vraiment que je me casse la gueule dans la merde. Sans mentir. J'ai mis, mais vraiment, 1 demi-heure de conditionnement. Je n'arrivais pas à le faire. C'était en plein hiver, il faisait quoi? Je sais pas, il y avait du vent et tout, c'était horrible. Et la vidéo, je l'ai, si vous voulez aller voir sur... elle date, hein. Je pense qu'il faut que c'est mieux d'aller voir sur YouTube. Vous tapez Ponycorn, boue, Justine dans la boue, et vous verrez en fait les backstage et la vidéo en question, qui était pour un partenaire à l'époque en plus. Et en fait, du coup... en écrivant le scénario, je me suis dit, waouh, le partenaire, il va trop kiffer, c'est génial et tout. Le partenaire, forcément, il kiffe trop, quoi. Mais arrivé au moment du tournage. Donc, mon personnage de Justine, c'est une nana qui prend trop soin d'elle, style grosse pain bêche, qui se la pète, qui est très condescendante et tout ça. Et le costume de ce personnage, elle est toujours hyper bien sapée, un petit crop top, hyper bien sapée.
veux dire, c'est une meuf qui aime les marques, tu vois, le genre de nana, le personnage, c'est ça. Donc, elle a toujours une bombe, machin truc, des affaires, machin truc, un rouge à lèvres rouge, nanana, nanana. Et en fait, j'avais donc mis toutes mes plus belles affaires d'équitation, de mes sponsors, de mes partenaires à l'époque, ma bombe, Sam Shield à l'époque, que je kiffais trop, j'adore cette marque, et que j'avais payé un bras, au passage, parce que j'ai jamais été sponsorisée par Sam Shield, hein, j'ai toujours payé mes bombes, hein. Et du coup, je l'avais acheté cette bombe, mais ça coûte un bras. Je m'étais saignée pour acheter cette bombe. Et il fallait que je me casse la gueule dans la boue avec ça, avec tous les Swarovski et tout, les gars, hein. Non, non, mais imaginez la scène. La bombe a 1000 et quelques balles, hein, que j'avais acheté d'occasion au passage, mais j'avais quand même payé un bras. Je crois que j'avais payé 800 balles la bombe, hein, un truc de fou, quoi. Bref. À quelle heure on paye un équipement à ce prix-là juste pour les Swarovski? Mais bref, on n'en est pas là. Donc, je suis devant ma flaque de boue, j'ai enfoncé ma botte, mais jusqu'à mi-mollet, les gars, pour être sûr que je me casse bien la gueule. Et je dois tomber. Sauf que j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je me dis, mais non, mais c'est... Et je tombe dans la merde, dans la grosse merde. Je me dis, crotte de cheval, pisse et tout. Tu vois, je fais pas les choses à moitié. Je me dis, je vais tomber dans la merde. Et ben, putain, c'était le pire tournage de ma vie. Donc, je me suis dit, j'ai qu'une prise, les gars. Je la referai pas 2 fois. Donc, quand je vais y aller franco, tu vois. Et ben, franchement, je m'éclate la gueule. Sauf que en m'éclatant la gueule, je fais ah, parce que en fait, j'ai tellement peur de me taper la gueule dans la boue que je pense que naturellement, je crie, je fais ah putain, et j'ouvre la bouche. Sauf que je mets mes mains pour pas me faire mal au visage. Et je mets mes mains dans la flaque, ça fait une éclaboussure. Donc je vous précise que la flaque, elle est noire, avec de la merde, du crottin, de la pisse, de l'eau de pluie, du sable, de la boue, des infâmes, des vers de terre, tout ce que vous voulez. Et en fait, ma main tape dans la flaque, ça ricoche dans ma bouche. J'ai failli dégueuler, les gars. J'ai failli dégueuler. Non mais horrible, horrible. Mais affreuse cette anecdote de tournage, affreuse. Donc, bref, comment dire, je pense que c'est clairement la pire anecdote de ever de tournage, ça. Franchement, après, je me suis lavé les dents 10 fois. J'arrivais pas à... Je buvais de l'eau, je mettais de la menthe, je n'arrivais pas à enlever ce putain de goût, mais je pense que c'était psychologique, de crottin et de terre mouillée. Enfin, vraiment, rien que d'y penser, ça me donne la gerbe. Horrible, oui. Et en plus, moins 12 avec, en plein hiver, quoi, les gars. Enfin, il faisait pas moins 12, hein, parce qu'en Vendée, ça n'existe pas, mais il faisait très froid. Et voilà, bref. Pire anecdote ever. Et on va finir par une anecdote qui est très drôle, qui m'est arrivée aux États-Unis. Donc, je suis au Texas, c'est le début de mon voyage aux États-Unis. Et j'étais en train de tourner, à l'époque, le premier mois, en fait, j'ai continué un peu de tourner quelques sketchs de jument, hongre, Shetland entier. Si vous connaissez pas, allez voir sur Insta, ponycan-le-blog ou YouTube, Ponycan le blog. Et du coup, donc pareil, je change, c'est la même anecdote qu'avec Benjamin des écuries. Je change de costume. Sauf que là, bon, j'étais toute seule, hein, dans une forêt au Texas. Je faisais pas mal de rando pendant mon séjour aux États-Unis. Et là, j'étais dans une forêt au Texas. Et je me dis, bon, ça va, on est en pleine semaine. Je suis dans une forêt. Je vais pas trouver grand monde. Donc, j'installe mon petit setting. Mon petit setup, quoi. Mon petit setup. Et du coup, je mets mon trépied, ma caméra, machin. Sauf qu'aux États-Unis, en fait, les chemins de rando sont très bien faits, c'est très bien, comment dirais-je, aménagé, c'est très facile d'accès, donc il y a beaucoup de gens, y compris, ce qui est génial, des personnes en fauteuil roulant qui peuvent accéder, enfin, c'est grand public. Donc c'est-à-dire que quand tu fais une rando aux États-Unis, c'est pas comme en France. Alors, t'as des trucs qui montent, qui descendent, hein, t'as des trucs qui sont hard, mais la plupart des chemins de rando en forêt, c'est accessible par tout le monde. Tu peux y aller en chaise roulante sans problème, quoi. Enfin, c'est vraiment génial. Et ce chemin-là, je pense, en faisait partie. C'était un truc grand public. Tout ça pour vous expliquer que, en fait, il y a beaucoup de passages dans les chemins de rando. Donc, je me mets à côté d'un chemin, je commence à tourner et tout. Puis, j'entends des gens qui passent. Donc, je m'arrête. Et puis,
au début, je m'arrêtais, puis je regardais les gens, hello, how are you? Alors les Américains, c'est toujours hello, how are you? Puis ils te font un brin de conversation, puis ils s'en vont, tu vois. Donc, hello, how are you? Good, good, and you? What are you doing? Nanana. Tu dis 2-3 mots, tu vois, de politesse, mais tu dis 3 mots. Oh, putain, une personne, 2 personnes. Puis au début, je faisais ça, tu sais, j'attendais sur le bord du chemin comme une con avec mon trépied et mon téléphone. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais franchement, les gens, aux États-Unis, surtout au Texas, ils ont des armes. Tout le monde a des armes, en fait. Donc, tout le monde, je veux dire, se tient à carreau. Et je pense, c'est moi qui me dis ça, hein, mais je pense que quand tu as un comportement, entre guillemets, suspect, tu te dis, oh, mec chelou, il a une arme, faut se méfier, nanana. Tu vois, et tu t'appelles peut-être plus facilement les flics, ou alors tu dégaines ton arme, j'en sais rien, tu vois. Texas, tout le monde a des armes. Hein. Il faut savoir, mais je l'ai déjà dit dans un podcast des États-Unis, tout le monde a des armes, c'est légal, et il faut un permis, accrochez-vous bien, hein, il faut un permis pour ne pas la montrer. C'est-à-dire que si tu as une arme, c'est légal, n'importe qui peut acheter une arme, t'achètes ton arme, t'as un permis d'arme, t'achètes ton arme, tu es obligé de la montrer. Si tu n'as pas de permis pour la cacher. Oui, vous avez bien entendu, je ne me suis pas trompée. C'est pas un permis pour avoir une arme, c'est un permis pour la cacher. Donc en fait, c'est très fréquent d'avoir des gens, donc les gens, si tu veux, ils montent pas leur arme comme ça, comme les cow-boys et tout, hein. Ils la cachent, mais la plupart du temps, ils n'ont pas de permis pour la cacher. Donc, bref, ils sont obligés, si tu veux, quelque part, de montrer qu'ils ont une arme, quoi. En gros, légalement, c'est ça. En pratique, c'est pas si flagrant que ça. Hein. Moi, j'ai pas vu plein de mecs avec des flingues. Hein. Non, ça fait pas genre cow-boy, le mec il dégaine comme ça. Non, pas du tout. Hein. Ça, c'est hyper safe et tout. Enfin, je veux dire, de visu, on voit pas des armes et tout ça, c'est pas choquant. Mais tu sais que tout le monde a une arme, en fait. Tu sais, tout le monde, même les nanas, ont des armes dans leur portefeuille. Oui, t'as des bébés armes. Donc, tout le monde a des armes, en fait. Donc, moi, je commence à me dire, non, mais les gens, ils vont penser que je suis chelou et que j'ai une arme. Parce que j'avais un sac à dos, s'il te plaît. J'avais tous mes costumes dedans. J'avais un sac à dos. Et je me suis dit, ils vont penser que j'ai une arme dans mon sac à dos. Je vais avoir les flics au cul, machin. J'avais pas envie d'être emmerdée, tu vois. Je venais d'arriver aux États-Unis, en plus, sachant qu'avec Trump et tout le bordel, les visas, c'est chiant. Je me suis dit, c'est machin. Je me suis dit, Donc, je me suis dit, la meuf, elle se fait des films. Hein. N'ai rien à te reprocher. Mais j'avais rien à me reprocher, si tu veux. Mais je me suis dit, putain, faut que je fasse un truc normal. Donc, je faisais style. En plus, on allait dire, je suis folle. Dès qu'il y avait des gens qui passaient, parce que c'était hyper fréquent, je pouvais tourner 1 minute de truc, paf, il y avait des gens, quoi. C'était infernal. Et au lieu de changer de lieu, ben non, moi je me suis dit, je vais rester là parce que mes scènes, ça va faire un coupage bizarre au montage, ça va pas être le même arbre. Enfin, la meuf, elle est parano. Et du coup, je me suis dit, je vais faire style que je filme des animaux sauvages. Et du coup, il y a un mec qui passe avec ses chiens. Il dit, hello, how are you, nanana, how are you, machin. Il passe. Sauf que, en fait, les tournages, le temps de changer de costume, de faire toutes les scènes, machin, ça dure longtemps. Moi, c'est pas rare que je sois 1 heure sur le même sketch. Donc là, c'est le cas. Et en l'occurrence, beaucoup plus. Parce que je n'arrêtais pas de m'arrêter à cause des passants. Et je faisais silk. Je prenais des photos dans le buisson. Que je voyais des animaux sauvages. Alors qu'il y avait 0 animaux. Et dans les forêts, il y a tellement de passages qu'il n'y a pas d'animaux, tu vois. Tu ne les vois pas. Si au pire, tu peux voir un squirrel, un écureuil, tu vois. Et putain, j'étais là, genre hyper passionnée par la faune et la flore. Je prenais des fleurs. Des fleurs en vidéo, en photo, j'en avais plein dans mon téléphone. Non mais n'importe quoi. Et du coup, le mec avec ses 2 chiens, donc je le vois passer une première fois, je sais pas, 3 quarts d'heure après, je le revois repasser. Mais du coup, il me voit toujours dans la même position, habillé différemment au passage, hein, et en train de faire style que je prends un buisson en photo. Et là, les Américains sont très curieux, très extravertis, donc c'est très fréquent qu'ils viennent te faire la causette. Le mec qui vient me taper la causette. What are you? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous regardez? Vous observez quoi? Et tout. Oh là là, la malaisance. Du coup, le mec, je suis obligée de lui expliquer, mais un mensonge, mais colossal. Je suis en train de regarder un animal, je lui dis. Alors, heureusement, je lui dis, excusez-moi, je parle très mal anglais. Parce que
Je me dis, heureusement, ça va me sauver parce que va falloir que je bricole un mensonge. Mais moi, je sais pas mentir. Ça se voit en plein milieu sur le nez de ma... J'ai dit en plein milieu sur le nez de ma figure, mais ça se voit comme le nez au milieu de ma figure, tu vois. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je lui dis? Et je lui dis, bah, j'observe des animaux. Puis il dit, what kind of animals? De quelle sorte d'animaux? Une forêt où il y a plein de passages, où il y a 50 personnes qui passent à la minute. Qu'est-ce que tu veux observer? Et là, je lui dis, putain, je me dis, faut que je trouve un ami. Je dis, bah, ah, j'ai vu un écureuil. Mais là-bas, les écureuils, il y en a tellement que c'est à Paris, par exemple, comme les rats à Paris. Les gens, ils trouvent ça... Enfin, ils aiment beaucoup les animaux aux États-Unis, si tu veux, mais les écureuils, c'est comme... Ou comme les pigeons. En fait, il y en a plein partout. Et t'as pas besoin d'être là à attendre devant un buisson qu'il y a un écureuil qui arrive parce que les trucs, ils viennent bouffer dans ta main, tu vois. C'est pas du tout sauvage. Et moi, je disais que j'étais en train de regarder des animaux sauvages. Et là, le mec, je le vois dans son regard. Il se dit, elle, c'est une putain de touriste. Elle est pas du tout habituée à ce que les écureuils, on en a partout aux États-Unis. Et je vois dans son regard, tu sais, plein de compassion, genre, ah, oui, je comprends, parce que t'es une touriste. Le mec, il m'a regardé de façon tellement mignonne, genre, ah, oui, d'accord. Et il s'est barré, tu sais, ah, bonne journée, au revoir. Il a juste dit, elle est complètement con. Il y a des écureuils, il y en a partout. Ah, putain. Oh, la honte. Et il y avait 0 écureuil en plus, c'est ça le pire. Le mec, tu sais, pendant un moment, il regarde dans le buisson. Il fait, ah, il regarde dans le buisson, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien, j'étais en train de filmer le buisson, il n'y avait rien. Oh, putain. Mais j'ai honte. Mais des fois, mais franchement, au lieu de lui, j'aurais dû lui dire, bah, écoutez, je tourne une vidéo pour mon compte Instagram, tu vois. En plus, ça m'aurait fait de la pub pour mon compte. Le mec l'aurait dit, ah, ben je vais aller voir, tu vois. Non, je raconte un putain de fucking mensonge. Je suis en train d'observer un animal sauvage, un écureuil. Mais qu'est-ce que je suis con. Ah, sans déconner, putain, je chiale. J'adore cet épisode de podcast. J'ai jamais autant rigolé en enregistrant un putain de podcast. Bon, les gars. Voilà, j'ai terminé, je vais aller prendre le petit-déj, je vais finir par être hyper en retard, je vais louper mon Uber avec mes conneries, j'ai pas fait ma valise, donc je fais ma valise, je vous fais des bisous, je vous retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h pour un nouveau podcast, et si vous avez kiffé, eh ben mettez 5 étoiles sur Spotify, sur le podcast, ça me ferait trop plaisir, allez, ciao.